Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce salon du Général Dufour qui aura ce soir pour thème les chemins de fer à Genève. Alors on connaît Dufour le stratège, on connaît Dufour le cartographe, on connaît Dufour l'homme de la Croix-Rouge, on connaît Dufour l'ingénieur, mais dans l'ingénieur, il y a une partie qu'on connaît un peu moins, c'est le fait qu'il soit aussi intervenu dans les chemins de fer. Et c'est un sujet qu'on voulait traiter il y a maintenant 4 ans. Gérard Benz, qui était membre de la commission historique de nos salons, avait préparé ça. Il a été atteint dans sa maladie, il est parti à l'hôpital, il a fait des notes, il espérait sortir de l'hôpital pour nous faire cette présentation. Nous avons ici son épouse, Doreen Benz, qui nous a remis ses notes. Et nous avons ce soir Christian Moser qui a accepté de travailler sur ces notes pour nous faire un compte-rendu du travail de Gérard Benz. Donc c'est avec un peu d'émotion ce soir qu'on parle de lui. Et là on le voit ici dans cette maison où il avait plaisir à être. Sans plus tarder, je passe la parole à Christian Moser. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers anciens collègues, tout d'abord j'aimerais remercier le Président Marc Studer de m'avoir fait confiance. En effet, je ne suis pas historien, je suis géographe de formation, j'ai enseigné pendant 40 ans au Collège Claparède, Conches. Et bon, les tracés des chemins de fer, l'emplacement des gares, c'est quand même une question aussi un peu géographique. Et puis, j'ai toujours, au plus jeune âge, été intéressé par les chemins de fer. Pour des raisons personnelles. D'abord, j'avais un oncle paternel qui, dès la fin de la mobilisation, donc je pense à peut-être 44-45, il était ingénieur civil, il a fait l'étude, et il a travaillé, il a fait toute sa carrière au CFF, et il est venu à Genève, donc, et il a participé à la construction du viaduc de la Jonction et de la gare de la Praille, donc je dirais quelques mots à la fin, même si c'est au-delà de la période du four. Par ailleurs, j'ai aussi, dès sa création, appartenu à l'association Alprail, l'association pour la promotion du rail dans le bassin des Maniques, dont j'ai le plaisir aujourd'hui de saluer le fondateur, la cheville ouvrière et le premier président pendant de nombreuses années. Il s'agit de Sig Maxwell. Là aussi, j'aurai l'occasion d'évoquer brièvement à la fin le CEVA, puisque enfin, la boucle est bouclée, et le raccordement, 160 ans après la gare, l'inauguration de la gare de Cornavin, la boucle est bouclée, donc et le raccordement entre les deux rives va être réalisé. À part les travaux donc, très fouillés de M. Gérard Benz, il y a également un autre professeur, je ne peux pas aussi retrouver s'il était géographe et historien, il était un peu les deux. Il s'agit de Jean-Frédéric Roulier, qui a enseigné à la faculté des sciences économiques et sociales de Genève, qui était docteur en sciences sociales, et il a aussi présidé la Société de géographie, mais il y a très très longtemps, dans les années 50-60. Et Jean-Frédéric Roulier a aussi écrit un livre que Gérard Benz avait lisé sur la construction des chemins de fer en Suisse. Vous avez tous pris à l'entrée, sinon j'en ai encore quelques-uns ici, un plan que j'ai trouvé en faisant cette recherche. C'est une carte au fond de la constitution progressive du réseau ferré, c'est un mouvement de lignes ferrées, avec les couleurs correspondent aux dates de construction, de mise en service. Et je le projetterai bien sûr à l'écran, je l'ai scanné, mais ça n'est pas très lisible. Quand on va parler du conflit, du combat qui a agité la Suisse romande entre les compagnies à propos de la ligne d'Oron par rapport à la ligne de la Broye, par exemple, c'est utile d'avoir le plan sous les yeux pour situer, pour localiser les choses. Voilà, mon plan donc s'articulera de la manière suivante. On
va traiter d'abord du raccordement ferroviaire de Genève, première étape, 1840-45. Il n'y a encore pratiquement il n'y a aucune ligne de chemin de fer en Suisse, personne ne sait ce que c'est que le chemin de fer. Donc on verra quelles sont les données du problème, données politiques, données géographiques, topographiques. Ensuite, on verra quel était le rôle de Dufour dans ce raccordement ferroviaire de Genève. Les premières études auxquelles il a participé activement, puisqu'il était seul ingénieur membre de la commission de 11 membres mandatés par le Conseil d'État. Ensuite, la compagnie Lyon-Genève, dont il était un des administrateurs, avec James Fazi et Bartholomei. Et toute la question, le débat sur l'emplacement de la gare. Très vite va se greffer là-dessus le raccordement avec la ligne, avec le reste de la Suisse, donc avec la ligne Genève-Morges. Donc c'est là où la carte va nous être utile. Et puis, ce raccordement effectué, ensuite va se poser le problème du raccordement avec l'Italie, d'abord avec le royaume du Piémont-Sardaigne, et ensuite donc, avec la Savoie, la Haute-Savoie. Et puis, bien sûr, je dirais que quelques mots, parce qu'on pourrait faire une conférence entière sur le CEVA, sur la ligne Cornavin-Oville-Valmas, qui devrait entrer en service en décembre 2019. J'ai mis un petit point d'interrogation, avec les réalisations techniques, le matériel, etc. On doit pour les centrales hydroélectriques en Valais, c'est pas toujours facile. Mais disons en tout cas en 2020, le raccordement sera fait. Alors, je me suis basé en grande partie, bien sûr, j'ai utilisé les notes manuscrites de Gérard Benz qu'il avait rédigées pour la préparation donc, de la conférence de 2012. J'ai gardé, donc vous avez vu le titre, bien sûr, qu'il avait prévu, mais il avait déjà fait une contribution très importante en 1991 lors du colloque organisé par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. Et dans cette contribution, Gérard Benz écrivait « Le paradoxe veut que Genève, lieu de passage, est souvent résolu avec difficulté ses raccordements aux grands moyens et voies de transit, dont elle est l'un des carrefours naturels. Port sur le Léman, elle n'a jamais vu se développer au-delà du lac une navigation fluviale qui lui rattachait à la Méditerranée et au bassin du Rhône. Le raccordement autoroutier, non encore terminé en 1991, a donné lieu au débat que nous savons à propos du tracé à travers la presqu'île de Loire. Les transports aériens, enfin, n'ont atteint leur niveau actuel que grâce à la ténacité d'une minorité de pionniers et d'hommes politiques convaincus qui ont su s'opposer aux appétits excessifs de Zurich. Lorsque nous nous tournons vers les chemins de fer, nous pouvons sans crainte parler, en reprenant une formule maintes fois utilisée, de rendez-vous manqués. À plus d'un siècle de distance, nous subissons encore les conséquences de mauvais choix. La liaison ferroviaire, rive droite, rive gauche, demeure un espoir. Donc Benz écrivait ceci en 1991. À l'heure où la ligne du CEVA, ou liaison entre la gare de Cornavin et d'Annemasse via la gare des Eaux Vives, approche de son achèvement, permettant la mise en service d'un véritable RER franco-suisse, c'est l'occasion de rappeler les débats ayant présidé au choix de l'emplacement de la gare de Cornavin et du tracé de la ligne la raccordant au réseau français. Apparu en 1825 en Angleterre, comme le rappelle cette image qui me plaît passablement, puisqu'on voit le passage de la calèche, des diligences au chemin de fer. Le chemin de fer mettra, on le sait, 2 décennies avant d'être introduit en Suisse. C'est en effet en 1847 que fut ouverte la première ligne suisse entre Zurich et Baden, le fameux Spanische Brötchenbahn, puisque raconte les Zurichois allaient à Baden acheter de délicieux petits gâteaux. En réalité, le chemin de fer pénétra en Suisse dès 1844, lorsque fut ouverte la ligne de Strasbourg à Bâle. Il y avait effectivement environ 2 km sur territoire suisse. On constate que c'est par la pénétration de lignes venant de l'étranger que la question du raccordement s'impose. Dans le cas de Genève, les données du raccordement sont, selon Benz,
à la fois simples et complexes. Données complexes sur le plan des frontières politiques du bassin sardo-genevois et des mutations qu'elles vont subir à la fin des années 1840, de la réorientation des courants commerciaux du fait du récent rattachement de Genève à la Suisse. Voilà, la carte est un peu antérieure, mais enfin les frontières de Genève sont déjà dessinées. Les données, en revanche, sont un peu plus simples sur le plan technique et financier. Les tronçons nécessaires au raccordement au réseau français, du côté de Lyon, Paris, sont assez courts, au total il y a 12 km, vu l'exiguïté du territoire genevois. Les ouvrages d'art sont peu nombreux et d'importance moyenne. Enfin, les terrains à disposition pour là où les gares, vu l'imminente disparition des fortifications, sont présents, et sans avoir besoin de pratiquer des expropriations. Donc, en résumé, un coût d'investissement raisonnable. Genève se trouve au milieu du 19e, au centre d'un important réseau routier desservi par plus d'une quinzaine de courses postales quotidiennes. Logiquement, le chemin de fer aurait dû conserver et renforcer cette situation de carrefour. Mais dans le cas du rail, il faut tenir compte des coûts de construction ainsi que des contraintes topographiques et politiques. Alors on les voit, les obstacles topographiques sur cette carte de l'époque, avec l'obstacle évidemment du Jura, des Alpes, enfin, du Salève, du Mont-de-Sion, etc. Donc les passages sont pour Lyon-Genève, il faut passer par le fort de l'Écluse. Genève donc dans une position relativement isolée, dans cette cuvette du pays de Genève, et elle est encerclée donc par la France et par le royaume Piémont-Sardaigne. Avec son territoire exigu, Genève se trouve à la merci de ses voisins, qui tiennent les clés des communications ferroviaires et peuvent imposer leurs solutions. Cette situation déjà peu favorable est encore aggravée par la législation sur le plan ferroviaire des trois États concernés. En Suisse, la loi acceptée par le Parlement, par les chambres fédérales en 1852 contre l'avis du Conseil fédéral, laisse au canton la compétence d'accorder les concessions, ce qui va être une source infinie de luttes acharnées, notamment entre des intérêts privés. Il faudra attendre 1872 pour que les concessions soient du ressort de la Confédération. Par contre, en France et dans le Piémont-Sardaigne, les questions ferroviaires sont assez rapidement centralisées et planifiées au niveau de l'État. Genève se trouve donc mêlée aux luttes que vont se livrer les grands groupes étrangers pour la maîtrise du réseau suisse, Genève n'étant qu'un des passages obligés et ne participant que faiblement au processus de décision. C'est dans ce contexte difficile que les pionniers du rail, dont Dufour est l'une des figures de proue, vont entreprendre leur démarche. Alors, voilà les trois personnages qui vont jouer un rôle déterminant dans ce raccordement de Genève. Je ne présenterai pas un auditoire d'historien James Fazi. Par contre, on peut peut-être dire deux mots sur François Bartolini, qui est un peu moins connu. Enfin, il est surtout connu à Genève en tant que mécène, puisque sa villa construite entre 1928 et 1830 à la Perle du Lac abrite aujourd'hui le musée d'histoire des sciences, dans laquelle Marc Studer, le président, a organisé une magnifique journée le 27 août dernier pour évoquer cette fois la mémoire de Bénédicte de Saussure. Et puis on doit donc à Bartolini le conservatoire de musique aussi qui a été construit en 1858, donc la même année que la gare de Cornala. Alors, venons-en au rôle de Dufour. En rappelant que Dufour a joué un rôle important dans la genèse des chemins de fer à Genève, affirme Gérard Bels, nous ne faisons que confirmer une évidence historique soulignée de multiples fois par six biographes, dont on retiendra trois citations. Le général Dufour est pour moi l'alpha et l'oméga du chemin de fer de Lyon à Genève, avait écrit Théodore Hénard, ingénieur à Lyon et écrivain. Dufour
Toujours passionné pour le développement de Genève, est à la tête du comité du groupe d'hommes d'affaires qui, dans les années 1852 à 1854, construit la ligne de chemin de fer de Lyon à Genève, selon Albert Picot, ancien conseiller d'État. Enfin, là où il rendit le plus grand service au pays, ce fut dans sa participation à l'établissement du chemin de fer de Genève à Lyon. Il fut débuté par les initiateurs de ce projet à Lyon auprès de Louis-Napoléon, son ancien élève de l'école militaire de Toul, alors encore président de la République française. En passage dans cette ville, il obtint la promesse d'une large subvention de la part du gouvernement français, ce qui contribua à former la société qui entreprit ce chemin. Parole de James Fazy, autre troisième pionnier donc, du rail à Genève. Quelle est la portée et la nature de l'intervention de Dufour, questionne Benz. Parmi les multiples projets qui se présentaient alors, quels sont ceux auxquels Dufour consacra un réel effort? Réponse de Gérard Benz. Il est clair que Dufour, comme la plupart de ses contemporains, s'intéresse à l'ensemble des lignes susceptibles d'atteindre un jour Genève. Si une liaison au travers du Mont Blanc lui paraît peu réalisable pour des raisons techniques dans l'immédiat, cela ne l'empêche pas d'entrevoir d'autres tracés reliant Genève à la Savoie et à la Haute-Italie. Toutefois, le nom et l'action de Dufour vont rester attachés à trois réalisations qui mirent Genève en contact avec la France et avec la Suisse. Alors, Gérard Benz donc, cite le Lyon-Genève, le Genève-Versoix, compris l'enclave de Saligny, et en dehors des limites du canton, mais importante pour la liaison avec Fribourg et avec Berne, la ligne d'Oron, qui engendra le conflit ferroviaire le plus violent que la Suisse romande ait connu. On y reviendra. Sur la nature de l'intervention de Dufour, Benz distingue deux périodes. Dans les années 1844-1845, Dufour fait partie des premières commissions chargées de l'étude des chemins de fer mises sur pied par les autorités genevoises. Son statut d'ingénieur cantonal l'appelle à participer à ces premières réflexions déclenchées par la célèbre lettre de François Bartholoni, le 20 octobre 1844, qui souligne l'importance pour Genève des liaisons ferrées. Excusez-moi, mais à propos de Bartholoni, j'ai rappelé son rôle de mécène, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais donc rappeler que François Bartholoni, qui est né à Genève en 1796, se rend à Paris dès 1816, il est naturalisé français, il va être tout à la fois économiste, financier et banquier, et adepte du principe des sociétés d'économie mixte. Il devient très vite un des pionniers des chemins de fer en France. En 1835, il propose une solution financière pour construire les nouvelles lignes de chemin de fer, la garantie des investissements par l'État. Principe qu'il détaillera d'ailleurs dans un livre publié en 1838. En 1840, Bartholoni, qu'on peut écrire avec I ou lui écrivait avec Y, est président du conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans. Après le refus de l'État français d'accorder un prêt de 16 millions, sa proposition d'une garantie d'intérêt est en revanche accordée, ce qui sauve la compagnie de l'échec. En 1845, il forme la Compagnie des mines de la Loire et prend le contrôle du canal et des lignes de chemin de fer qui les desservent. Donc c'est François Bartholoni qui, en 1844, lance le débat dans une lettre adressée aux autorités genevoises, le Conseil d'État et le Conseil administratif. Il pose la question qui va ouvrir donc ce processus de réflexion sur la question ferroviaire. Un chemin de fer de Lyon à Genève est-il désirable au point de vue des véritables intérêts de cette ville? Le Conseil d'État, le Conseil administratif mettront un certain temps à lui répondre, mais ils finiront effectivement par créer une commission d'études formée de 11 membres, dans laquelle donc on va retrouver le colonel Dufour en tant qu'ingénieur cantonal. Mais voilà, Guillaume-Henri Dufour n'avait jamais vu un chemin de fer de sa vie. Les autres politiciens genevois non plus. Donc le Conseil d'État va lui donner mission de visiter les chemins de fer d'Alsace et du Grand-Duché de Bade, ce qui va lui prendre une quinzaine de jours. On sait même que ça coûtait au budget cantonal la somme de 280 francs de l'époque.
Et Dufour donc saisit immédiatement l'aspect révolutionnaire de ce nouveau mode de locomotion et s'y intéresse vivement. Il ne sera toutefois jamais un spécialiste des chemins de fer, reproche qui lui sera par ailleurs adressé lors d'un débat au Grand Conseil par un député. Dans cette première phase, Dufour va apporter une large contribution en proposant 3 emplacements pour une future gare. Ces plans détaillés, qui figureront donc dans le rapport de cette commission, mais qui ont été dressés pour la plupart par Dufour, mettent en évidence les avantages et les inconvénients de chaque projet. Avec perspicacité, l'ingénieur suggère, en toute indépendance, des solutions qui vont alimenter la réflexion. Je reviendrai plus loin sur les plans et sur cette période. Pour terminer peut-être cette introduction générale, rappelons que après cette première période de tâtonnement, d'information, 1845-1846, dans une seconde période qui va de 1852, il y a un grand vide entre deux, 6 ou 7 ans, parce qu'il y a eu la révolution fasciste, le Sonderbund, on y reviendra. Donc, de 1852 à 1860, Dufour fait partie, ou est proche, en revanche, des groupes qui demandent les concessions du Lyon-Genève et du Genève-Versoix et de la ligne d'Oron. Lui est-il encore loisible, se demande Benz, de raisonner en toute indépendance en tant qu'ingénieur? N'est-il pas contraint de se faire le porte-parole des intérêts qu'il représente? Dufour lui-même est conscient de sa position ambiguë et il commence souvent ses interventions devant le Grand Conseil par des formules de type je me serais abstenu de prendre la parole, surtout parce qu'ayant le malheur de faire partie de l'administration de ce chemin, donc le Lyon-Genève, chaque fois que j'ouvre la bouche, on croit immédiatement que je suis dirigé par un intérêt personnel. Ou encore, j'aurais bien mauvaise grâce à me poser en défenseur d'une compagnie à laquelle je suis attaché. Ou encore une autre fois, on a fait comprendre qu'il s'agissait de favoriser certains intérêts personnels. Il n'en est rien. 3 citoyens se sont mis en avant dans l'intérêt de leur pays. Il ne se serait pas donné tant de peine s'il ne se fût agi du pays. J'en connais un qui n'aurait pas bougé. Dufour ne cesse de proclamer ses intentions patriotiques et n'avoir en vue que l'intérêt supérieur du pays, et quelle que soit la valeur des propositions défendues, force nous est de constater, affirme Benz, que ce sont celles du groupe Bartoloni, le groupe financier, on verra, donc lié aussi au groupe Rothschild. Grâce à son prestige personnel et au soutien dont il jouit dans les rangs du Grand Conseil, constate Benz, Dufour fait accepter certaines solutions qui n'étaient peut-être pas toujours les meilleures et souvent en contradiction avec les projets de 1845. Mais reprenons donc en détail ces 2 étapes. Les premières études sont contenues dans le rapport de la commission d'enquête chargée par le Conseil d'État d'étudier la question du meilleur emplacement pour le débarcadère d'un chemin de fer venant de France. On ne parlait pas de gare, mais de débarcadère à l'époque. Il utilise les 3 projets de Dufour, membre de la commission, qui imagine 3 liaisons avec la France, la Sardaigne et la Suisse. Ce schéma, donc, Dufour a utilisé la carte topographique qui avait été publiée en 1842, donc par le premier bureau topographique fédéral. On voit l'emplacement des gares, des 3 gares possibles. Alors, bon, à l'époque, on pensait encore que la navigation lacustre ou fluviale pouvait encore jouer un certain rôle, comme elle l'a joué très longtemps entre Genève et Morges, en attendant la création de la ligne de chemin de fer en 1858. Donc, il y avait un emplacement possible. En fait, l'idée, c'était d'utiliser les fortifications, bien qu'à l'époque, il y a eu un débat sur l'utilité de ces fortifications. Il faudra attendre la décision du Conseil d'État du gouvernement fasciste de 1849 pour décider la démolition des fortifications. Donc, on pouvait quand même déjà prévoir d'utiliser les fossés. Alors, il y a le fossé ici des Pins qui se trouve à peu près à l'emplacement de la place des Halles, de la rue des Halles. C'est un projet, c'est un emplacement qui était vite abandonné. Il y avait également une possibilité à Rives, en utilisant, pour amener les voies de chemin de fer, la région des tranchées, en utilisant les fortifications. Et puis, 3e projet, on va voir, c'est Bel Air.
Il y a une carte ici qui a été prise donc, dans l'ouvrage de Jean-François Roulier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre à la fois les tracés donc, envisagés en bleu par Dufour, les trois variantes, en fonction des trois gares, Paquis, Bel Air et Rives. L'idée, au départ, la proposition de Dufour, c'était de faire arriver le chemin de fer de Lyon par la rive gauche. Effectivement, la rive gauche présentait moins d'obstacles, moins de dénivellation. Il suffisait de franchir le Rhône, donc à la hauteur de Chancy. Il y avait moins d'ouvrages d'art à construire. Et ça aurait permis, donc évidemment, déjà une liaison aussi possible avec Piémont-Sardaigne, donc avec la Savoie. Et puis ces lignes, évidemment, ces tracés se séparaient à la hauteur, donc après avoir franchi l'air, en fonction de la gare définitive. Et puis, il y a un autre architecte, Junot, qui s'est penché aussi sur la question en 1846 et qui, privilégiait, enfin proposait aussi les trois gares, mais privilégiait donc une liaison déjà donc, au bord du lac sur Manche, donc avec Lausanne-Genève. Et puis, lui, sa liaison avec la France et la Suisse aurait contourné Carouge par l'Est. Voilà. Alors, ce rapport donc, au Conseil d'État contient aussi les plans des gares, dont deux ont été établis par Dufour. On a ici le projet d'une gare à Rives, qui serait en grande partie donc, implantée dans la région des tranchées. On distingue ici le bastion du Pin, ici. Et puis, bon, les problèmes aussi, c'était les possibilités d'extension future. Déjà à ce moment-là, on se préoccupait des besoins pour l'extension. Déjà une gare, on distinguait toujours la gare marchandise, la gare passager, il fallait des ateliers, puis il y a toutes sortes d'entreprises qui se greffent aussi après sur le transport des marchandises. Donc il fallait suffisamment de place, ce qui a fait écarter aussi le projet de Longemat. Il y avait aussi un projet, on envisageait une gare à Longemat, donc vraiment en plein dans le centre commercial de Genève. Et puis voici le plan pour une gare à Bel Air. Pour la situer, on a donc le Rhône ici avec la pointe aval de l'île, et puis on a ici déjà le Musérat ici avec les longues façades de la coraterie. Donc là on est également dans les fossés, dans les fortifications. Dufour envisageait même un déplacement de l'enceinte fortifiée. Donc sur l'influence de Dufour, dont le rapport est grandement inspiré, puisqu'encore une fois c'est le seul ingénieur dans cette commission de 11 membres formée de politiciens, d'enseignants, de juristes, ce rapport est d'avis qu'il faut le plus d'espace possible, en vue d'une extension, que la gare doit se trouver à proximité immédiate du centre-ville, donc à l'intérieur de l'enceinte des fortifications. Et le principe d'une gare commune aux trois lignes est retenu pour des raisons financières, coût du terrain, de la construction, frais d'administration, frais de gestion, utilisation de la surveillance, de la police, etc. Pour des raisons environnementales, on concentrait avec une gare les nuisances, pensons par l'époque des particules lourdes à l'époque émises par les locomotives, mais enfin, une gare avec des chemins de fer à vapeur, ça fait du bruit, ça fait de la fumée, ça fait de la poussière. Et puis, bien sûr, la commodité pour les voyageurs en transit, éviter une rupture de transfert modal, de se déplacer d'une gare à l'autre. Alors le premier problème, on l'a vu, les tracés. Les études des divers tracés n'étant pas terminées, voire pas ébauchées, Dufour a soumis à la commission un plan sur lequel il a fait figurer les divers tracés possibles venant de France. C'est le plan que je vous ai montré il y a un instant. Ensuite, la question rive gauche, rive droite. La commission se prononce pour un tracé rive gauche, pénétrant sur le territoire cantonal en aval de Chancy, avantage, je vous l'ai dit, plus court, moins d'ouvrages d'art, et ça permettait un tronçon commun utilisé par les chemins de fer venant de France et de Sardaigne. Pour la liaison avec la Suisse, donc effectivement, un embranchement était prévu, on le voit sur le plan, sur le tracé Junot, là,
donc, et aussi sur le plan du four. Donc il était prévu de relier l'une ou l'autre de ces gares de la rive gauche au réseau suisse en passant par un pont à construire légèrement en amont du pont de la Coulouvre-Nière, qui n'existait pas encore à l'époque. La commission retient donc finalement le projet Bel Air, le dernier plan que je vous ai montré, établi par Dufour. Après avoir traversé la plaine de Plainpalais, les lignes de Lyon et de Sardaigne aboutissent à la gare située sur le territoire des fortifications, perpendiculairement au Rhône, entre la place Bel Air et l'actuel boulevard Georges Favreau. La jonction avec la Suisse s'effectue au moyen d'un pont sur le Rhône, légèrement en amont de l'actuel pont de la Coulouvre-Nière, et bien sûr sera nécessité un tunnel sous la colline de Saint-Germain. Il était prévu donc qu'une nouvelle ligne de fortification englobe ces installations. Ce projet aurait constitué un véritable carrefour ferroviaire qui aurait pu être complété par un tracé vers la vallée de l'Arve et sur la rive gauche du lac par Vézenas et Corsier. L'emplacement retenu était à l'époque peu bâti, c'était les fossés, donc les fortifications, et permettait une extension des installations vers la jonction et même au-delà de l'Arve, site choisi ultérieurement après la Deuxième Guerre mondiale pour la gare de marchandises La Praille. La voie ferrée ne coupait pas la ville en deux et la gare se trouvait au cœur de la cité. Malheureusement, la révolution radicale de 1846, pas la révolution qui est malheureuse, mais enfin j'entends, il y a un certain nombre d'événements qui vont bloquer pour 6 ou 7 ans le dossier. Et à la révolution radicale va s'ajouter la crise du Sonderbund, qui va permettre à Dufour donc, de devenir général. Il y a, à Paris, il y a la révolution de 1848. Voilà, donc il y a de nombreux événements qui interrompent le débat pour 7 ans, et lorsque les discussions reprennent enfin en 1852, les données du problème ont changé. La zone prévue s'est construite avec la démolition des fortifications. Cette démolition commence en 1850. Le gouvernement genevois, qui a déjà besoin d'argent, va évidemment essayer de vendre une partie des terrains pour renflouer la caisse. Bon, beaucoup de terrains seront aussi donnés aux églises pour construire les églises autres protestants, pour construire l'église catholique, la synagogue, etc., et pour construire des écoles. Mais bon, les terrains ne sont plus disponibles. Surtout, les études menées en France se sont focalisées sur la rive droite, l'accès par la rive droite du Rhône, donc par Satigny vers Lyon. Alors que les projets SAR demeurent encore très vagues. Par conséquent, les autorités genevoises doivent désormais négocier avec les compagnies ferroviaires dont les ambitions dépassent largement la liaison avec Genève. Après la dissolution de la société lyonnaise genevoise, suite à la révolution fasciste, la liaison entre les deux villes n'est l'objet d'aucune initiative avant le début des années 50. Le 28 mars 1852, le banquier Christian Kohler demande au Conseil d'État d'appuyer les démarches d'une compagnie sur le point de se constituer. Sur l'initiative de Bartholoni, Kohler avait réuni autour de lui plusieurs personnes influentes pour former un noyau de fondateurs et, dit-il, après diverses conférences en haut lieu à Paris, où le général Dufour a représenté mes intérêts, j'ai pu faire adopter en principe un tracé qui paraît réunir toutes conditions désirables. À la fin de l'année 1852, donc, une convention était signée entre le Conseil d'État genevois et 3 représentants de la nouvelle compagnie du Lyon-Genève, Dufour, Bartholoni et Kohler, cette fois, puisque Fazy est au pouvoir, le Conseil d'État. Elle prévoyait que le chemin de fer arriverait par la rive droite et aboutirait à une gare terminus à la Servette, dans le domaine qui s'appelait la Prairie. On verra sur le plan tout à l'heure. L'État accordait une subvention de 2 millions, soit un projet totalement différent de celui retenu en 1845. Emplacement de la ligne, subventions et autres dispositions vont susciter des débats mouvementés au Grand Conseil. La lecture du mémorial, qui a été intégralement faite par Gérard Benz, plusieurs centaines de pages, permet de mieux comprendre le rôle de Dufour. Le premier débat a eu lieu fin décembre 1852 déjà. Soutenu par une large majorité de l'Assemblée, Dufour et Fazy vont y défendre le projet
du Lyon-Genève contre les attaques d'un petit nombre de députés. Il ne restait plus tellement de députés conservateurs, donc Fazy avait bon jeu puisqu'il avait une très grande majorité en sa faveur. Toutes les oppositions sont balayées et le renvoi en commission est même refusé. D'après ce que j'ai lu sur James Fazy, il ne supportait pas tellement, c'est un personnage qui ne supportait pas tellement la contradiction et qui n'était pas toujours très conciliant. Il va occuper lui-même de 50%, Benz a calculé que 50% du temps de parole de tous ces débats étaient occupés par Fazy. Certains orateurs ont le sentiment que l'on veut précipiter les choses à tout prix. L'un d'eux parlera même d'un vote emporté à la baïonnette. Et il est vrai que certaines critiques soulevées par ces députés conservateurs méritent examen. La question de la subvention, tout d'abord. 2 millions accordés par Genève pour 11 km de voies, alors que la France ne donnait que 20 millions. Pour qu'il y eût égalité des sacrifices, il aurait fallu que Paris accordât 50 millions. Cette subvention était d'ailleurs proposée au vote sans que le coût de la construction sur le territoire genevois soit clairement établi. Les évaluations varient entre 250 000 et 500 000 francs le kilomètre, donc du simple au double. Un de ces députés critique, le député Chaulnes-Montet, déplorant « Nous n'avons ni devis, ni pièce à l'appui. Il nous est donc impossible de baser notre vote. » Ça rappelle des votes plus récents dans le projet. L'emplacement ensuite de la ligne soulevait déjà des inquiétudes. La localisation à la Servette. Donc c'est pas de la Servette, c'est le domaine de la Prairie, donc un grand domaine privé, une campagne qui se trouve à peu près entre la rue Louis Favre, le bas de la rue du Grand Pré et puis le bas de la rue de la Servette. Ça posait problème, puisque pour atteindre cette gare, c'est une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau du Rhône. Donc il aurait fallu franchir la colline du Petit Châconnet par une tranchée profonde de 11 mètres. En plus, la gare est éloignée de la ville et surtout cet emplacement hypothéquait lourdement l'avenir de raccordement avec la Savoie. Il aurait aussi nettement compliqué le raccordement avec la Suisse, puisque pour arriver à cette altitude de 50 mètres, la ligne de provenance de Sévigny vers Soir aurait dû faire une longue boucle pratiquement par la frontière française du côté du Grand Saconnet, pour des raisons de pente évidemment. Plusieurs voix s'opposaient à une prise de décision au sujet de la gare, l'emplacement de la gare et puis du tracé par la rive droite du Rhône. Dufour rejetait toutes ces critiques ou propositions et plaidait pour une décision immédiate afin que Genève ne soit pas exclue des projets ferroviaires, épouvantail souvent brandi lors des débats. Voilà, il y avait la crainte de dire il faut y aller, il faut faire vite, il faut accorder cette concession au Lyon-Genève, parce que Genève risque ensuite d'être contournée, il y aura d'autres, les Français auront d'autres projets, etc. Effectivement, à la place du Lyon-Genève, un Lyon-Chambéry se construirait, devenant l'artère principale, et Genève ne pourrait plus compter que sur un embranchement avec Chambéry. Une liaison directe avec Paris et les ports français serait perdue. Le trafic arrivant en Suisse à travers le Jura, par le col de Jougne ou les Verrières. On parlait aussi à l'époque, donc évidemment, d'une liaison par tunnel à travers sous la Faucille. Pour l'emplacement de la gare, Dufour est catégorique. La Servette est le seul emplacement, dit-il. C'est l'avis de tous les ingénieurs. De plus, la question ne peut être discutée par une assemblée aussi nombreuse. Ce sont là des points délicats, ajoute-t-il, qui ne peuvent être bien traités que par des personnes entendues en la matière. La chose ne concerne réellement que des ingénieurs. Voilà, donc ça montre un peu le côté aussi autoritaire, quelquefois, de notre ami Guillaume Dufour. Même si après, on a vu qu'il était des fois un peu gêné de prendre parti pour un projet privé. Voilà, c'est un débat aussi qui revient assez fréquemment, que ce soit pour les chemins de fer, pour l'énergie. Laissons la parole aux spécialistes, ils savent mieux
que le simple citoyen ou que le simple député. Lors de ce débat, donc, Dufour se fait l'avocat de la Convention et des solutions proposées par la Compagnie Lyon-Genève, sans nier l'importance de ce document qui allait doter Genève de sa première ligne, ni sous-estimer le rôle joué par Dufour pour l'aboutissement de ce projet. Reconnaissons, dit Benz, que les critiques, même pertinentes, ne sont jamais prises en compte. Par la voix de ses défenseurs, la compagnie est présente dans la salle et fait triompher ses vues. Face à un mouvement d'opinion qui trouve effectivement la Servette beaucoup trop éloignée du centre, le gouvernement qui succède à l'équipe phasiste, il y a eu un petit intermède dans la longue domination radicale au Grand Conseil de 1853 à 1855, donc les radicaux n'ont plus la majorité, ils reprendront la totalité des sièges, ils reviendront la totalité des sièges à partir de 1855, c'est ce qu'on appelle, les historiens appellent ça le gouvernement réparateur. Donc ce gouvernement qui succède temporairement à l'équipe fasciste fait appel à l'ingénieur en chef des chemins de fer du royaume du Württemberg, Charles Herzl. Voilà, on va demander à un vrai spécialiste qui connaît les chemins de fer. De l'autre côté, le conseil administratif de la ville de Genève avait aussi lancé un appel d'offres à tous les experts, une trentaine de projets qui ont été soumis au conseil administratif. Mais le projet le plus détaillé, ça va être celui de Charles Herzl, dont vous voyez ici la couverture. Il comprend une quinzaine de pages, il figure dans les notes de Gérard Benz, je l'ai lu. Avec le préavis favorable du conseil administratif de la ville, qui était opposé, bien sûr, au projet de guerre à la Servette, le Conseil d'État décide quand même de ne pas approuver le projet de Lyon-Genève. Il lui préfère alors le plan B élaboré par Charles Herzl, qui fixe l'emplacement à peu près à l'emplacement actuel de la gare de Cornavin. Alors, voilà la carte qui montre ici les deux projets. Charles Herzl commence d'ailleurs par analyser le projet de la Servette en montrant ses avantages, la place, la possibilité d'extension, etc. Puis ensuite en dénonçant tous les défauts, l'éloignement de la ville, les obstacles techniques. C'est clair qu'en plaçant cette gare à entre 40 et 45 mètres d'altitude, on obligerait ensuite l'autre compagnie qui vise à une concession, la Compagnie de l'Ouest, à faire de très gros travaux et à allonger sa ligne en passant donc tout au nord du canton pour atteindre cette altitude et rejoindre la gare de la Servette ou faire une gare en parallèle, puisque souvent chaque compagnie crée sa propre gare. Et puis alors il présente comme alternative ce qu'on appelle le plan B pour le Conseil d'État, une gare qui se situerait aussi dans les anciennes fortifications qui n'avaient pas encore été bâties entre Saint-Jean et Cornavin, et qui avait bien sûr le mérite, selon Herzl, de faciliter ensuite la jonction avec la ligne Genève-Morges que la Compagnie de l'Ouest avait prévu de construire. En plus, on pouvait envisager une seule gare pour les deux compagnies. Donc un nouveau débat au Grand Conseil, à fin 1853, lorsque le rapport Herzl est soumis par le Conseil d'État. Dufour y prend à nouveau une part active. Selon lui, il faut respecter la convention acceptée avec le Lyon-Genève, acceptée par le Grand Conseil, et il descend en flamme le projet d'Herzl. Si la gare est rapprochée du centre, dit-il, le tracé de la ligne par Saint-Jean coupe toute extension de la ville dans cette direction et rétablit une sorte d'enceinte que l'on vient justement d'abattre. Le viaduc d'accès à la plateforme de Saint-Jean-Cornavin mesure 10 mètres de haut pour 22 mètres de large. Ce remblai ne comporte dans le projet que 2 uniques passages de 25 mètres de large. Donc c'est une critique effectivement qui porte quand on voit, là, donc c'est une photo, j'ai oublié de marquer, c'est une photo du centre d'iconographie genevoise, qui montre l'intersection entre la rue de la Servette, qui descend ici à droite, le passage sous voie, et puis là on est donc dans la rue Malatrex. On est du côté de la gare de Cornavin, je pense que ça date du début du siècle.
effectivement, on a fait une nouvelle muraille. Hein. Mais voilà, il y avait encore un autre argument. Selon Dufour, le concept de la gare en pente, 1,2%, dans une courbe et en tranchée, présente selon lui de nombreux dangers pour l'exploitation future, sans parler des difficultés d'extension. Si les critiques de Dufour étaient dans l'ensemble pertinentes, cela n'enlève toutefois pas les défauts d'une gare située à la Servette. Si son intervention se comprend tout à fait sur le plan technique, elle est plus surprenante, selon Benz, par forme. Le représentant du Conseil d'État présent à la séance s'étonne en effet que la compagnie n'ait fait aucune objection directement au gouvernement. Pourtant, une réunion a eu lieu au département des travaux publics début avril 1854 avec les 3 concessionnaires et leurs observations n'ont pas suffi à rebuter l'administration au sujet du plan B, le plan Herzl, qui a reçu l'approbation de l'autorité municipale. C'est à l'issue de cette séance que le Conseil d'État prend le 7 avril 1854 un arrêté qui s'oppose à placer la gare entièrement sur le plateau de la Servette. Je rappelle que jusqu'en 1872, ce sont les cantons qui sont souverains en matière ferroviaire. Tout au long des séances, Dufour et Fazy exigent un respect inconditionnel de la Convention de 1852. Cette opposition systématique à toute modification et ces attitudes tranchées sont en fait l'amorce de la lutte qui se prépare entre la compagnie Lyon-Genève et la Société de l'Ouest, lutte qui va éclater dans l'affaire du Genève-Versoix. Les propos de Dufour sont assez révélateurs. À qui ce projet de gare à Saint-Jean serait-il vraiment utile et profitable? À la Société de l'Ouest qui voudrait arriver par le bas. Cette société peut-elle faire la loi à l'autre? Laquelle a posé les bases, a couru toute chance, s'est donné beaucoup de peine pour doter Genève de chemin de fer. C'est la Société de Lyon à Genève. Cependant, on sacrifierait ses intérêts en faveur de la Compagnie de l'Ouest. Il est donc clair ici que Dufour est alors un des porte-parole de Lyon-Genève. Il n'est plus du tout objectif. Alors, abordons la question de la liaison avec la Suisse, qui va être l'enjeu de la maîtrise d'une très large portion du réseau suisse. Le 4 août 1855, une convention est signée entre le Conseil d'État et Bartholomew, Dufour, Köhler et Louis Ador, pour la concession d'une ligne en direction de Morges sur le territoire genevois. Partant d'une gare située dans les abords de l'ancienne porte de Cornavin, le tracé suit le lac, en ménageant autant que possible les grandes propriétés. Les concessionnaires se réservent la possibilité de confier à la compagnie de Lyon, dont ils font partie, le droit d'établir et d'exploiter cette ligne. De plus, ils s'engagent à obtenir de cette même compagnie qu'elle construise à ses frais la gare de Cornavin, renonçant implicitement à la subvention de 1,5 million accordée, donc promise par le Conseil administratif. Le Grand Conseil va débattre de cette convention dans une session extraordinaire à la fin de l'été 1855. Dans son rapport de majorité, la commission du Grand Conseil souligne l'avantage de traiter avec des citoyens qui représentent une des sociétés avec lesquelles Genève a déjà eu affaire, plutôt que de négocier avec d'autres compagnies qui ont également sollicité la concession. Donc, allusion à la demande de la Compagnie de l'Ouest. La question de l'emplacement et du financement de la gare est résolue, puisque c'est Lyon-Genève qui va payer, et puis finalement, là, on ne parle plus du tout d'obstacles. Les concessionnaires se rallient. Le plan B, on verra pourquoi, c'est parce qu'ils espèrent bien contrôler l'ensemble de la ligne, donc une gare à Cornavin est plus économique. Aussi, la Commission propose aux députés d'accepter le projet de loi avec quelques modifications. Une fois de plus, le débat fut très passionné. Résumons. La Compagnie du Lyon s'était mise sur les rangs parce qu'elle ne voulait pas voir la Compagnie de l'Ouest obtenir la concession de ce qui était une tête de ligne. Vu que les deux groupes rivaux se disputaient ce tronçon, le Grand Conseil devait temporiser pour obtenir la meilleure offre possible. En effet, la rivalité entre les deux compagnies révélait les intérêts en jeu et leur action n'avait rien de très patriotique. Je cite toujours Gérard Benz. Leur but commun était de faire des affaires. Les intérêts genevois étaient présents de part et d'autre. La Compagnie de l'Ouest a une administration suisse, ajoutait le député Raisin.
Tandis que dans la compagnie du Lyon-Genève, il n'y a que 4 administrateurs genevois, sous-entendu, les capitaux sont français, il y avait même une demande pour avoir des capitaux anglais. Les tenants du projet, dont Dufour, attaquaient souvent avec violence les propositions de la Compagnie de l'Ouest, incapable à leurs yeux de mener à bien ces projets. Il n'y avait rien d'étonnant à ce que cette société luttât pour obtenir le tronçon Genève jusqu'à la frontière vaudoise, sans lequel sa propre ligne en direction de Lausanne perdrait la moitié de son prix. Pour la même raison, la Compagnie de Lyon acceptait de faire des sacrifices et renonçait à la concession qui localisait la gare à la Servette. Avoir en main cette tête de ligne lui permettrait de contrôler l'ensemble de la ligne jusqu'à Lausanne et au-delà. Mais pour la majorité de l'Assemblée, le principal crime de la Compagnie de l'Ouest, c'était son alliance récente avec le Crédit Mobilier des frères Pereire. Selon Dufour, la Compagnie de Lyon aurait accepté de partager l'usage de la gare avec la Compagnie de l'Ouest, mais elle avait été effrayée par le Crédit Mobilier, sous-entendu sa solidité évidemment financière. Reprenant l'argument lancé dans la discussion selon lequel les deux groupes étaient étrangers, Dufour déclarait « Je ne sais pas ce que fait la Compagnie de l'Ouest avec une société étrangère. J'ignore si elle compromet le pays, mais ce que je puis dire, c'est que quoique l'administration de la Compagnie de Lyon soit en majorité composée d'étrangers, vous pouvez voir par les faits qu'ils n'abusent pas de leur position. L'influence genevoise y est au contraire considérable. » Évidemment, il se plaçait dans les colères, Bartolini. « Le président est un Genevois, un excellent citoyen. Il fait des affaires, cela est vrai, mais il les fait bien. » Pour mieux comprendre cette bataille, on peut brosser rapidement le portrait des deux compagnies. Bon, la Compagnie de l'Ouest, donc, qui avait été fondée à Genève par les capitaux anglais, français, genevois, elle avait repris du chemin de fer Morges-Lausanne-Yverdon en 1852 le premier tronçon de la ligne qui devait desservir la Suisse de Genève au lac de Constance. Elle avait donc, le Conseil d'État genevois avait refusé la concession de la ligne de Genève à la frontière vaudoise, donc à côté. Et elle était en situation précaire, comme la plupart des compagnies ferroviaires en Suisse. Il y en a énormément qui ont fait faillite dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle s'est tournée donc en 1855 vers le Crédit Mobilier. Le Lyon-Genève, donc on l'a vu, c'est Bartoloni, le président du conseil d'administration, qui joue un rôle de premier plan dans les chemins de fer en France, aux côtés des Rothschild, du groupe Talabot, de Lafitte. C'est un groupe financier donc, qui est en guerre avec le Crédit Mobilier. L'union financière, dominée par les Rothschild, met la main sur un certain nombre de lignes en construction dans l'est de la Suisse avec l'idée de se relier à leur réseau lombardo-vénitien. Voilà, donc la plupart beaucoup de lignes suisses sont effectivement contrôlées par des capitaux étrangers. On sait aussi que le Gotthard était financé par des capitaux étrangers. Alors, donc vous avez compris un peu l'enjeu. On comprend mieux les mobiles, maintenant, donc, qui n'ont rien de très patriotique, qui visent la maîtrise d'une large portion du réseau suisse. Dans la deuxième étape, le groupe Bartoloni profitera de la rivalité entre Vaud et Fribourg au sujet de la transversale à travers le plateau. Alors que la Compagnie de l'Ouest propose un tracé par Yverdon et Payerne, donc la vallée d'Arbois, Bartoloni obtient de Fribourg la concession de la ligne par Oron. Alors il y a un débat aux chambres fédérales à ce propos en 1856. Et Dufour, qui était aussi conseiller national, prendra très nettement la défense de la ligne d'Oron, en insistant sur le caractère hautement stratégique de cette ligne, s'opposant d'ailleurs en cela à l'avis du vieux général Jomini, qui était partisan d'une ligne passant par Payerne, par Arbois. Les chambres finirent par se prononcer pour le tracé par Oron, obligeant le canton de Vaud à accorder la concession au Lyon-Genève. En tenant la tête de ligne de Genève et le tracé Lausanne-Fribourg-Berne, le groupe Bartoloni tient la Compagnie de l'Ouest en tenaille cette fois. Le président d'ailleurs du Conseil d'État vaudois écrivait à Pereire, le banquier, que les principaux mobiles de la décision des chambres fédérales étaient de paralyser les projets de la Compagnie de l'Ouest, de compromettre son crédit pour la forcer indirectement dans les buts de la fusion.
qui était le but du groupe Bartholomew. Voilà, pendant ce conflit d'intérêts, qui ne tient pas vraiment compte ni des aspects stratégiques, ni des aspects de logique du réseau, mais tout le réseau suisse est construit un petit peu comme ça. Les travaux de la gare de Cornavin avancent, ils sont placés sous la direction de l'architecte genevois Francis Gindreau, c'est aussi l'architecte qui a réalisé la majorité des immeubles du square du Mont-Blanc, construits sur des anciennes fortifications, qui existent toujours. Cet architecte va en hâter l'exécution, ça va très vite, les fondations ont lieu donc au printemps, l'élévation des murs en été, le second œuvre est terminé en janvier 1858, les boiseries et les serrureries sont posées à la mi-mars. J'ai puisé aussi tous ces renseignements techniques de l'ouvrage de Frommel, qui a écrit un gros volume sur l'histoire des chemins de fer à Genève avec tous les détails techniques. La gare de la ligne Lyon-Genève fut finalement inaugurée le 16 mars 1858. On travaillait vite à l'époque. Ça a été aussi un peu passablement bâclé. Il y a eu des effondrements sur la ligne, les talus étaient mal faits, il y a eu beaucoup de problèmes. Et toutes les gares, les petites gares, les gares barrières, qui existent d'ailleurs toujours, quand on va à Culot, on passe devant la gare de Russin, d'autres petites gares, La Plaine par exemple. Ça avait été tellement vite construit qu'elles étaient humides, elles avaient été déclarées insalubres. Voilà, donc ça peut des défauts quand on va aller trop vite, espérons pour le sévage, les finitions seront une réussite. En parenthèse, donc cette nouvelle ligne met Paris à 627 km de Genève. La distance est parcourue en 15 heures avec le train express, entre guillemets, et 18 heures, il faut 18 heures avec l'omnibus. La vitesse moyenne minimale est fixée donc contractuellement à 30 km/h. Mais enfin, c'était déjà 10 fois plus vite que la diligence. Quant à la ligne Yverdon-Bussigny-Morges-Genève, elle fut mise en service progressivement entre mai 1855 et le 28 juin 1858, date de l'inauguration du tronçon Versoix-Genève. Donc la même année, quelques mois après, janvier, donc c'est la liaison avec le Lyon-Paris, et puis 28 juin, la liaison avec la Suisse. Mais attention, c'est un peu compliqué sur le tronçon Genève-Lausanne, puisque sur 60 km, il y a 3 ou 4 compagnies. La politique ferroviaire du gouvernement genevois, inféodée au groupe Bartholomew-Rothschild, comme on l'a déjà vu, avait conduit à la situation suivante. Sur l'axe Genève-Lausanne, la Compagnie de l'Ouest exploitait le tronçon Coppet-Lausanne, dont elle avait la concession, y compris l'enclave de Céligny, parce qu'avec bon sens, la Compagnie du Lyon-Genève avait cédé ses droits d'exploitation pour ces quelques kilomètres à la Compagnie de l'Ouest. La Compagnie d'Oron, qui est donc proche du Lyon-Genève, de Bartholomew, avait obtenu la concession, donc Genève-Versoix, de la Compagnie du Lyon-Genève, sans la gare de Cornavin, qui appartenait donc au Lyon-Genève, mais elle avait laissé l'exploitation avec un transbordement à Coppet des voyageurs et des marchandises. Puisque c'était une autre compagnie, donc c'était d'autres moyens de faire, il fallait racheter un billet, etc. Bon, heureusement, ça n'a duré que quelques mois. Finalement, les compagnies se sont entendues pour éviter ce transbordement qui n'était pas dû, comme l'a écrit Jean-Frédéric Roulier, qui n'était pas dû à une question d'écartement, mais uniquement une question administrative. Donc voilà des scènes humoristiques que j'ai retrouvées qui rappellent cet épisode avec humour. En 1862, la compagnie Lyon-Genève fusionna avec le PLM, le Paris-Lyon, la compagnie de chemin de fer pour Paris-Lyon-Marseille, qui devint donc à son tour exploitant du Genève-Versoix, mais transféra cette charge à l'ouest suisse sans en référer ni à la compagnie d'Oron, propriétaire de la ligne, ni surtout au Conseil d'État genevois. Avec cette décision de la compagnie française, la PLM, peu soucieuse de respecter les termes des concessions ferroviaires helvétiques, l'exploitation de la ligne Genève-Lausanne revenait à une seule compagnie, l'Ouest suisse, qui avait toujours rencontré l'opposition de James Fazy. Et pour terminer ce chapitre, donc, je cite à nouveau Gérard Benz, « La logique politique avait triomphé des calculs politiques.
déjouant les plans du tribun genevois. Toutefois, la correspondance du Conseil d'État à ce sujet est très symptomatique du temps perdu consacré à cet imbroglio de transferts, de concessions et de fusions qui aurait pu être évité, alors que d'autres questions ferroviaires plus pressantes auraient dû capter toute l'attention de l'exécutif genevois. C'est un texte qui a été publié dans la conférence que Lenz avait faite, qui s'intitulait « Les radicaux genevois et la question des chemins de fer ». Alors voilà pour raccordement avec la France, avec la Suisse. Pour terminer comme quelques mots, alors là on n'est plus tellement à l'époque du four, je vais donc aller un petit peu plus vite. Bon, là aussi il y a eu, depuis 1850 à 1888, l'inauguration de la gare des Eaux-Vives, il y a eu quantité de projets, je vous montrerai juste une carte avec quelques plans. Dans les années 1850, l'ingénieur piémontais François Velletti sollicitait déjà du Conseil d'État l'octroi d'une concession pour l'ouverture d'une ligne Genève-Sallanches. Pendant près d'un quart de siècle, on discutera à perte de vue des différents tracés ferroviaires qui auraient permis de relier Genève à la Haute-Savoie et à la Savoie. Les projets devront affronter l'opposition des intérêts locaux, de part et d'autre de la frontière. Bon, il est vrai qu'en 1855, la Savoie est encore sarde, et qu'elle deviendra française avant l'ouverture de la ligne Genève-Annemasse, construite par le PLM aux frais du canton, inaugurée en 1888. En 1912, l'État de Genève rachète à la compagnie française exploitante la ligne La Plaine-Genève. La gare de Cornavin passe ainsi entre mains suisses. La convention de rachat prévoit au surplus le raccordement Cornavin-Eaux-Vives et confie au CFF l'exploitation de la ligne Genève-Annemasse. Alors, bon voilà, juste pour montrer pendant ce quart de siècle, plan échafaudé pour relier donc, Genève, relier les deux rives du lac, les deux rives du Rhône, d'abord à la Sardaigne, au Piémont, et puis ensuite à la France, à la Savoie française. Et des lignes même très compliquées qui, pour éviter de passer sous la colline de Saint-Pierre, donc contourner plein palais pour aboutir aussi aux Eaux-Vives. C'est, je crois, la ligne qu'on appelait le Grand Serpentin. Finalement, donc, on va se contenter d'une modeste ligne, en voie unique, entre la gare d'Annemasse, qui est devenue un peu un centre régional, évidemment, puisqu'entre-temps, il y a eu la liaison avec Annecy, derrière le Salève, la liaison par le pied du Salève, le Saint-Julien, etc. Et puis l'image de la gare des Eaux-Vives, donc. Ligne qui n'a jamais connu, évidemment, un très grand développement. On se rappelle encore les fameuses Michelines, puisque la ligne était électrifiée, que très tardivement. Alors, je reviens avec 1912, donc l'intervention de la Confédération, l'intervention des CFF, et donc en 1912, l'État de Genève, je vous l'ai dit, rachète à la compagnie exploitante la ligne La Plaine-Genève, la gare de Cornavin donc devient aussi suisse, et surtout il y a cette fameuse convention de rachat qui prévoit le raccordement Cornavin-Eaux-Vives et confie au CFF l'exploitation de la ligne Genève-Annemasse. Le début des travaux est fixé au 1er janvier 1918, mais la guerre arrive qui renvoie l'exécution du projet à des jours meilleurs. Il faudra attendre le 19 février 1924 pour que le canton de Genève conclue un nouvel accord avec les CFF qui prévoit la mise en application de la Convention de 1912 en 2 étapes. Dans un premier temps, on peut revenir à la carte, dans un premier temps, on reconstruira la gare de Cornavin, les travaux vont durer de 1927 à 1933, donc c'est la gare actuelle. Il est projeté d'édifier donc une nouvelle gare de marchandises à La Praille, et on réalisera donc la liaison ferroviaire Cornavin-La Praille, au moyen de ce viaduc dont je vous ai parlé, le grand viaduc de la Jonction. Cette première étape ne sera achevée qu'en 1968, par l'inauguration de la gare de La Praille. Quant à la seconde étape, liaison La Praille-Eaux-Vives, sa réalisation sera bloquée de nouveau par un événement politique, c'est le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite du vote par le Grand Conseil d'un crédit de 4 millions, le Conseil d'État
s'adressa le 10 juin 1939 au Conseil fédéral pour lui demander de mettre à exécution les travaux de raccordement, donc la deuxième étape. Mais la mobilisation générale est proclamée le 2 septembre 1939 et la demande genevoise restera sans suite. Seule la liaison entre La Praille et Cornavin sera construite donc et mise en service le 15 décembre 1949. Et alors, on en arrive pour terminer donc, à ce que Benz appelle la saga du Seva, mais vous avez vu toute l'histoire du chemin de fer est une véritable saga, notamment ces conflits entre le Grand Genève, la Compagnie de l'Ouest, etc. C'est aussi une saga. Après la guerre, eh bien, la mode n'est plus au chemin de fer, n'est plus au rail, on démantèle le réseau des trams, qui sont des obstacles à la circulation automobile, on mise sur les projets de raccordement routier, la route blanche, avec Chamonix, plus tard les projets donc, de l'autoroute Genève-Lausanne, qui est réalisée en 1964. Et il faudra attendre 2001 pour voir de nouveau le dossier réapparaître. Et là, je tiens à rendre hommage à Sid Maxwell, qui a joué un rôle, et les membres du comité d'Alpraille qui ont joué un rôle extraordinaire de lobbying auprès des députés au Grand Conseil, puisqu'il y aura une motion qui va être votée en 2001 par le Grand Conseil, et fait extraordinaire, et suffisamment rare en tout cas pour être mentionné, je crois que c'était à l'unanimité des députés, aucune opposition, pour demander au Conseil d'État d'intervenir auprès de Berne, surtout auprès des CFF et de la Confédération, puisque chacun paye un tiers, pour mettre en exécution cette convention de 1912, qui était toujours valable. Donc c'est une saga, parce qu'effectivement, entre 2001 et l'inauguration en 2019, ça a pris passablement de temps pour cette liaison de quelques kilomètres. Les travaux démarrent en 2005-2006, avec les premiers travaux donc, en gare de Genève-Cornavin. En 2008, l'Office fédéral des transports approuve les plans de Genève, les travaux publics genevois, avec des modifications concernant les standards de sécurité qui ont évolué depuis. Et en février 2009, le Conseil d'État dépose un projet de loi pour la part cantonale du financement complémentaire du CEVA qui est accepté donc largement par le Grand Conseil. Ensuite ont lieu les adjudications. Bon, il y a un certain nombre d'oppositions. Il y a un référendum qui est lancé contre le crédit complémentaire de 113 millions pour la construction du CEVA et fait aussi à signaler, Genevois ne disent pas toujours non, puisque là, il y a eu une très nette majorité, 61% du peuple genevois, les votants, ont accepté le crédit complémentaire, confirmant le choix. C'était l'époque où certains remettaient en cause le choix du CEVA, avec le projet de Barreau Sud, en disant mais il faut faire une gare, il faut un autre tracé, il faut faire une gare avec le pied du Salem, avec Bardonnay, etc. Voilà. Mais ces velléités de remise en question ont été balayées, et après plusieurs années de procédure, le tribunal administratif a rejeté les recours qui bloquaient l'entrée en force de la décision. Et le 27 septembre 2011, le démarrage des travaux sur l'ensemble du tracé, à l'exception du tunnel de Champagne, contre lequel il y avait encore des recours, qui n'ont été levés qu'en 2011, les travaux donc reprenaient. Dernier événement en date, il y a à peine un mois, le 23 septembre 2016, une jonction symbolique des travaux entre la Suisse et la France a lieu donc de manière souterraine dans la tranchée ouverte à la frontière franco-genevoise. Et normalement, si les plans sont suivis, on se retrouvera en décembre 2019 pour l'inauguration et le raccordement enfin des deux rives. Après 108 ans, si mes calculs sont justes, plus de 60 ans après l'inauguration de la gare de Cornavin, les deux rives seront enfin réunies. On aura un véritable RER franco-genevois. Alors, conclusion. Et là encore, j'emprunte pour l'essentiel les propos de Gérard Benz, qui a travaillé sur toutes les sources connues et n'a pas caché, on l'a vu, les zones d'ombre à propos de l'attitude de Dufour. Voici ce qu'il dit. Combattant, promoteur de la première heure, Dufour a marqué de son empreinte, avec d'autres, la réalisation du Lyon-Genève, du Genève-Versoix et de la ligne Lausanne-Fribourg-Berne-Paroron. En Suisse comme en France,
grâce à ses relations privilégiées avec Napoléon III et avec les ingénieurs français sortis de Polytechnique, d'où il venait également, il joue un rôle incontestable dans le processus de décision. Par sa stature nationale et internationale, il a le profil idéal de ces négociateurs ferroviaires itinérants du XIXe siècle. Liés aux compagnies et aux instituts financiers, chargés de missions officieuses par leurs états respectifs, ou les intérêts qu'ils représentent, ces hommes font le tour des chancelleries. Les groupes ferroviaires qui recherchent l'efficacité et la rentabilité se heurtent aux structures nationales et plus encore pour la Suisse au morcellement cantonal qui sont des freins à la création de réseaux cohérents. Pour atteindre leurs objectifs, les milieux ferroviaires ont besoin de ces négociateurs et c'est en ce milieu de ces groupes que Dufour a pu jouer un rôle. De ce fait, Dufour a défendu des options qui n'étaient peut-être pas les meilleures. Songeons que Genève n'est jamais devenue un carrefour ferroviaire, que le tracé rive droite a rendu difficile la liaison avec la Haute-Savoie, non encore réalisée, c'était écrit en 1991, donc avant la mise en service du CEA, que le tronçon Genève-Versoix a changé 4 fois de main, donnant naissance à de longues querelles entre Genève, Vaud-Fribourg et les compagnies, que l'exploitation de la ligne Genève-Lausanne a été entravée par le fait que 2 compagnies se partageaient ce tracé. Mais ces erreurs ne diminuent en rien les efforts que Dufour a fait pour doter Genève de voies ferrées. Là où l'attitude de Dufour nous paraît plus surprenante, souligne toujours Benz, c'est lorsqu'il affirme que Bartholoni, Kohler et lui-même n'agissent qu'au nom de l'intérêt supérieur du pays, que le patriotisme est le seul moteur de leur action. Si la chose est vraie pour Dufour, et l'est-elle totalement, dit Benz, elle ne s'applique plus à des hommes comme Bartholoni et Kohler. D'ailleurs, Dufour ne peut ignorer la complexité des intérêts du groupe qu'il défend. Le croire serait faire injure à sa clairvoyance. En fait, je cite toujours Benz, notre étonnement traduit notre mentalité actuelle. Il faut redonner au mot patriotisme, intérêt supérieur du pays, le sens qu'il avait dans la bouche de ces hommes du 19e. La réussite financière, l'engagement dans les grandes réalisations industrielles allaient de pair avec l'action politique au service du pays. Je vous remercie. Ne craignez rien. L'Express du Simplon ne m'écrasera pas. La petite navette d'Annemasse qui entre en gare des Eaux-Vives est totalement inoffensive. Elle a d'ailleurs déserté cette voie, comme les herbes folles nous le montrent, depuis plusieurs années. Et pourtant, les trains de Milan qui franchissent le Simplon auraient pu aboutir dans cette gare. Et on pourrait imaginer, en oubliant ces herbes, en oubliant ces buissons, en oubliant ces rails disjoints, on pourrait avoir aujourd'hui une grande gare, voire même une gare internationale, qui relierait Genève et au-delà Paris aux villes italiennes. Mais tout cela n'est que le rêve, et comme toujours dans le ferroviaire, certaines choses se réalisent et d'autres tombent dans l'oubli. Traverser les Alpes avec le chemin de fer. Dès le départ, c'est un vieux rêve. Mais lorsque Stephenson, l'inventeur des locomotives à vapeur, vient en Suisse faire son enquête, pour lui, la chose est absolument impossible. Les trains ne franchiront jamais les Alpes. Et la seule solution, ce sont des solutions, il faut bien le dire, assez loufoques, du style pan incliné, où on fait hisser des wagons le long de crémaillères,
dans un système qui aurait été absolument pas viable. Donc, dans la première phase ferroviaire, on oublie, le chemin de fer s'arrête au pied des Alpes. Mais très vite, les progrès techniques vont permettre au rail de franchir le massif alpin grâce à des tunnels, et ces tunnels peuvent être creusés parce qu'on fait des progrès. On fait des progrès grâce à la dynamique, mais il ne faut pas oublier que les premiers grands tunnels alpins ont été creusés essentiellement à la pelle et à la pioche, et il faut bien le dire, avec la sueur et le sang d'un nombre considérable d'ouvriers engagés dans ces travaux qui sont certainement les plus grands travaux de la fin du XIXe siècle et même qui dépassent dans la mesure certains de nos travaux du siècle que nous venons de vivre, c'est-à-dire le XXe siècle. Qu'en est-il du Simplon? Lorsque l'on commence à parler du Simplon, le Gothard, et excusez-moi, je ne veux pas faire de jeu de mots facile, le Gothard est déjà sorti du tunnel. C'est-à-dire que les décisions sont prises, on construira une ligne au travers du Gothard. Du Simplon, on en parle, on en discute beaucoup, mais finalement, personne n'est disposé à entreprendre réellement quelque chose. Et pourquoi? Alors je crois qu'on doit essayer de se situer. Permettez pendant quelques instants qu'on revoie en quelques mots ce qu'était l'Europe d'alors. Très simplement, cette Europe, c'est d'abord un axe. L'axe Rome-Berlin. C'est-à-dire, c'est signer une alliance, la Triplice. Et ces deux États se rejoignent au travers de la Suisse. Et ont tout intérêt à développer au mieux leurs relations commerciales, leurs relations économiques, leurs relations politiques et au-delà leurs relations militaires. La France, que fait-elle dans cette constellation? Elle est à l'écart. Ses relations avec l'Allemagne, nous les connaissons, point n'est besoin d'en redire quelque chose. Ses relations avec l'Italie sont loin d'être bonnes, si bien que qui peut avoir intérêt à construire une ligne de chemin de fer, un tunnel important au travers des Alpes pour relier finalement deux États dont les politiques sont si divergentes, c'est-à-dire ces deux États étant la France et l'Italie. Vous allez me dire quand même, le Simplon, c'est d'abord la Suisse et l'Italie. Non, la problématique est différente. Le Simplon n'est viable que s'il est une ligne internationale. Ligne locale, il ne mérite pas des travaux aussi conséquents, il faut l'oublier. Dans les années 80, le Gothard souffre. Quelques années auparavant, bien auparavant même, le Mont-Cenis s'est ouvert. Et pendant ce temps, on discute du Simplon. Et dans une première phase, c'est la France. La France qui va essayer d'intervenir dans cette construction. Pourquoi intervient-elle? Parce qu'elle veut essayer de contrer l'influence allemande en Italie. Des financiers, des banques, des compagnies de chemin de fer, qui sont souvent des États dans l'État, négocient pour parvenir à un accord. Une série de montages financiers se met sur place. Nous avons presque à l'époque des espèces de multinationales qui discutent, qui négocient à égal avec les États. Et finalement, tout cela se termine par un montage financier présidé par le banquier Hensch, un banquier genevois, montage financier qui, avec la chute d'une des banques principales de Hensch, le comptoir d'escompte, va finalement totalement s'effondrer. Nous sommes en 1889, nous sommes au stade zéro. Et on peut dire, contrairement à ce que beaucoup d'ouvrages ont prétendu, on peut dire que la France ne va pas participer à la construction du Simplon. La France sera en dehors de l'aventure du Simplon, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Alors qu'en est-il? 89, désespoir. Le montage financier s'est écroulé, la France se retire, les instituts financiers et les compagnies ferroviaires ne sont pas chaudes, et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, nous avons une compagnie très importante, qui est le PLM, le Paris-Lyon-Marseille, et cette compagnie a comme intérêt pour la traversée des Alpes une ligne, et cette ligne, c'est en réalité la ligne du Mont-Cenis. Donc pour elle, le Simplon est à détruire, et cette compagnie fera tout pour que le Simplon ne se réalise pas. Crispi, qui est à ce moment-là Premier ministre italien, qui est un homme d'ailleurs méridional, et qui devrait avoir peu d'intérêt
pour le Simplon, contrairement à son prédécesseur qui était des Prétis et qui venait du Nord, mais ce Crispi, tout à coup, semble marquer de l'intérêt et d'ailleurs accepte l'ouverture d'une conférence. A-t-il agi par conviction politique? Dirions-nous par conviction ferroviaire? Ou par conviction économique? Ou plutôt, n'a-t-il pas été aidé par quelque largesse de la compagnie Jura-Simplon? Les archives conservées à Lausanne de cette compagnie nous laissent quelques doutes sur ce point. Mais sans importance historiquement. Ce qui est important, c'est que la conférence ait lieu, que la décision soit prise, que le Simplon se fasse, l'Italie financera une petite partie de la ligne, les intérêts suisses financeront le reste, et d'ailleurs, pendant que la ligne commence à être construite, s'opère en Suisse le rachat des chemins de fer en 1898, qui marque en quelque sorte la fin en Suisse de l'aventure privée des chemins de fer.